On m'a conduit au site, on m'a expliqué son fonctionnement, et puis on m'a montré en quoi mon travail allait consister. Voici l'histoire d'un homme qui n'existe pas. Et je me suis dit qu'il était de mon devoir d'en parler à quelqu'un. Et d'un lieu qui n'existe pas non plus. C'est une histoire placée sous le sceau du secret, où se mêlent peur, conspiration et dissimulation. Ils ont menacé de tuer ma femme. Cachés en plein cœur d'un désert américain, Ils m'ont dit que rien ne les arrêterait. l'accès est défendu par des hommes armés autorisés à tirer sur les intrus afin de garder cet endroit top secret. Ils étaient complètement fous et totalement incontrôlables. Dans le désert du Nevada, à environ 110 km de Las Vegas, existe une zone de la superficie de la Suisse que personne ne prétend connaître. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces terres désertiques renferment un mystère. Certains l'appellent Groom Lake, d'autres le pays des rêves. Mais cette zone est plus connue sous le nom de la zone 51. C'est le secret de l'armée américaine le mieux gardé. La zone 51 n'est pas reconnue à ce jour. En d'autres termes, l'armée de l'air nie son existence. En l'absence de preuves, des rumeurs ont commencé à se propager. Non seulement des soucoupes volantes seraient testées, mais en plus, ces soucoupes ne seraient pas l'œuvre de l'homme, mais le résultat d'un projet commun entre l'armée et une forme d'intelligence étrangère à notre planète. Cette idée apparaît bien sûr insensée. Mais de l'avis général, cette zone renferme effectivement un secret. Un secret que l'armée tient à garder coûte que coûte. Cette base militaire, appelée Zone 51, fut établie dans le désert du Nevada en 1954. Elle devait servir de zone d'essai pour tester l'avion espion U-2. Ce modèle avait été mis au point par la Lockheed, une société d'aéronautique au service de la CIA. À cette époque, et surtout dans le Nevada, des milliers d'hectares étaient totalement déserts. C'était bien avant que Las Vegas ne devienne une grande ville. C'était donc l'endroit idéal pour éviter les curieux. On n'utilisait pas encore les satellites, il était donc possible d'effectuer des activités secrètes en toute tranquillité. Au cours des dernières années, les curieux affluent autour de la zone 51. Ils se retrouvent au Little Alien dans la petite ville de Rachel. Ils se racontent leurs histoires, achètent un souvenir d'extraterrestres, ou bien encore, ils échangent leur point de vue sur les diverses théories de conspiration. Certains ne retournent jamais chez eux. Passionnés d'OVNI, ils se laissent envoûter par les récits fantastiques qui entourent la zone 51. Les activités de la base concernent essentiellement l'élaboration de nouveaux avions espions et d'avions furtifs. Mais il existe une partie qui est située un peu plus au sud du complexe de Groom Lake. Il possède, à défaut d'un meilleur terme, une technologie extraterrestre. Il n'est pas inhabituel de voir danser des lumières étranges au-dessus de la zone 51. Avec un peu de chance, il est possible d'assister à ce spectacle au moins une fois par semaine. Mais la zone n'attire pas seulement des passionnés d'OVNI. Robert Exkler, un ancien scientifique de la NASA, s'est lui aussi consacré au sujet. Cette zone est connue depuis longtemps, mais son existence officielle a été niée pendant des décennies. Sa création remonte aux années 40-50 avec l'élaboration de l'avion espion U-2 et du supersonique SR-71. En fait, tous nos avions secrets ont été mis au point et testés au moyen de vols d'essai dans cette zone. Il est donc évident que si vous disposez d'une technologie aussi sophistiquée qu'une soucoupe volante, cette zone est le premier endroit où vous irez la tester. Les moyens mis en place pour protéger la zone sont assez considérables. Des détecteurs sont placés à l'intérieur et à l'extérieur du site. Il y a de nombreuses voitures de patrouille. Des Jeeps Cherokee blanches circulent pour surveiller les gens se trouvant à proximité de la base. Des micros directionnels sont camouflés dans les buissons. Il y a des détecteurs de présence, des détecteurs de mouvement et même des détecteurs d'ammoniac. Ils servent à différencier un humain d'un animal, car la transpiration humaine contient des traces d'ammoniac. Ces niveaux de sécurité extrêmes s'appliquent également aux personnes travaillant sur le site.
Lorsque vous travaillez dans ce genre d'endroit, vous vous engagez par écrit à renoncer à vos droits constitutionnels. Vous signez un document stipulant que si vous violez cet accord et parlez des projets sur lesquels vous travaillez, vous purgerez une peine de 20 ans au pénitencier fédéral de Leavenworth. Et cela sans passer devant un tribunal et sans avoir le droit de faire appel. C'est un excellent moyen pour vous empêcher de parler. Un homme n'a pas su tenir sa langue. Ce physicien et ingénieur a non seulement affirmé avoir travaillé sur le site de la base 51, mais il a aussi déclaré avoir travaillé sur le projet le plus top secret de l'armée, les soucoupes volantes. Il s'appelle Bob Lazar. C'est un homme peu ordinaire dont le passé comporte beaucoup de zones d'ombre. Il déclare n'avoir jamais tiré profit de cette histoire, mais pour beaucoup, son récit ne tient pas debout et il n'est qu'un illuminé de plus. En fait, vous êtes plongé dans un autre monde. Vous savez qu'il existe un autre univers et qu'il y a une vie ailleurs. Mais de retour chez vous, vous devez faire comme si tout cela n'existait pas. Je voudrais que les gens connaissent la vérité. Bob est un homme relativement sérieux. Il a de l'humour, mais ce n'est pas pour autant un rigolo. Je le connaissais bien avant qu'il ne travaille dans ce programme. Je connaissais sa famille et la famille de sa femme. Quand il travaillait à Los Alamos, il m'a emmené avec lui et j'ai rencontré ses collègues de travail. Je n'ai jamais mis en doute la véracité de cette histoire, ni même pensé un seul instant qu'il ait pu l'inventer. J'ai toujours pensé que les soucoupes volantes étaient le produit d'une imagination fertile. Je n'y croyais pas, ça ne m'intéressait pas. D'ailleurs, ça ne m'intéresse toujours pas. Mais maintenant, j'y crois fermement. Je travaillais dans le laboratoire sur le réacteur et un des amplificateurs gravitationnels qui provenaient de la soucoupe. Je passais toutes mes journées dans le laboratoire. Mais un jour, j'ai été autorisé à pénétrer dans le vaisseau afin de voir comment s'intégraient les systèmes dans l'appareil et vérifier si leur emplacement jouait un rôle sur leur fonctionnement. Il y avait une trappe, une ouverture, dirons-nous. La porte n'était plus là. Visiblement, elle avait été enlevée ou même n'avait jamais existé. Il y avait une échelle pour accéder à l'intérieur. J'ignore donc comment le vaisseau se fermait. Et j'imagine simplement qu'ils avaient enlevé le panneau d'ouverture. Manifestement, cet engin était conçu pour être piloté par des êtres d'une taille inférieure à celle d'un homme. C'était un endroit très exigu. Il y avait un niveau inférieur. Une petite partie du plancher s'affaissait et s'ouvrait. J'ai passé ma tête et mon buste à l'intérieur pour voir comment les amplificateurs gravitationnels étaient maintenus à l'envers. C'est à ce moment que l'un des éléments est devenu transparent. Des techniciens étaient présents. J'ignore totalement ce qu'ils faisaient. Et puis, quelque chose s'est mis à défiler sur l'écran. Apparemment, le revêtement du vaisseau, sous un influx électrique ou un autre facteur, pouvait devenir transparent. Peut-être pour voir à l'extérieur ou bien pour faire office d'écran vidéo. Tout cela était plutôt incroyable. Quand je suis sorti de l'appareil, la coque avait à nouveau l'aspect d'un simple morceau de métal. Il y avait 3 sièges, 3 amplificateurs, disons que c'étaient les commandes, mais il n'y avait aucun bouton, il n'y avait strictement rien. Et pour ajouter à tout cela, je n'ai vu aucune installation électrique. Les sièges n'étaient pas très grands, ils étaient 2 ou 3 fois plus petits qu'un siège normal. Marcher dans cet appareil me procurait une sensation désagréable. J'avais l'impression de ne pas être à ma place. En même temps, c'était très excitant, je ne peux pas dire le contraire. Mais j'ai vraiment eu l'impression d'être plongé dans une autre dimension. Toutefois, Bob Lazar a toujours insisté sur le fait qu'il n'avait jamais vu quoi que ce soit qui puisse ressembler à un extraterrestre. On m'a emmené dans le hangar pour assister à un des tests. L'appareil était posé sur le fond de l'ancien lac. Il a décollé sans faire de bruit. Il est resté en suspens dans les airs, puis il est redescendu se poser au sol tout en douceur. C'était vraiment impressionnant. C'est comme si vous voyiez une maison se détacher du sol sans faire aucun bruit. Vous ne pouvez pas imaginer la puissance nécessaire pour effectuer un décollage sans produire aucun son. Je suppose que des hommes étaient aux commandes de cet engin. D'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à s'installer dans les petits sièges ou bien ils se sont assis ailleurs. Visiblement, ils savaient comment fonctionnait cet appareil. Quelle que soit la technologie utilisée et d'où qu'elle vienne, ils en connaissaient le fonctionnement. Bob Lazar savait ce qu'il risquait en dévoilant la vérité. Mais ce secret était devenu trop lourd à porter. On a vu des agents de l'OFI, le bureau d'enquête fédéral, venir chez lui à l'improviste pour effectuer des contrôles de sécurité.
Pour tous les proches de Bob, parents et amis, il ne faisait aucun doute que son téléphone était sur écoute. On entendait de drôles de bruits sur la ligne, et même encore aujourd'hui. En revanche, quand nous sommes en ligne avec une autre personne, on n'entend rien de tout ça. Et je me suis dit qu'il était de mon devoir d'en parler à quelqu'un. C'est ainsi que Bob Lazar a décidé d'emmener des amis proches faire une petite excursion de nuit. Je crois qu'il était 20h ou 21h. Ce devait être un mercredi du mois de mars 1989. Nous sommes partis avec Jane Huff, John Lear et mon ex-femme. À cette époque, il n'y avait pas de pancarte. Personne ne connaissait la base. On ne parlait pas des extraterrestres. Le Little Alien n'existait pas. Il y avait seulement le bar-restaurant de la ville de Rachel. Vous pouviez vous aventurer en voiture beaucoup plus loin que ce n'est le cas aujourd'hui. Il n'y avait pas de patrouille de sécurité, la zone n'était pas surveillée. Nous sommes allés assez loin, et d'où nous étions, on voyait très bien ce qui se passait. Une lumière en forme d'ellipse est apparue dans le ciel, elle s'est mise à bouger et à danser, et en fait on aurait dit que c'était une soucoupe volante comme on en voit dans les films. La lumière faisait des allers-retours rapides. Un avion normal ne peut pas évoluer de cette façon-là. On dirait qu'il va se produire une explosion, mais tout s'arrête et ça n'explose pas. La lumière est tellement brillante que votre cerveau interprète cela comme une explosion sur le point de se produire. À mon avis, des hélicoptères et d'autres engins sont venus et l'ont suivi. Ensuite, l'engin s'est reposé au sol. Bob nous avait prévenus, il nous avait décrit à l'avance ce que nous allions voir. Aussi, dès le moment où nous avons vu la lumière dans le ciel, ce fut pour